Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième conférence de l'année 2020. Des petits rappels avant d'introduire la conférencière. Tout d'abord, il y a, vous savez, à la Chaire, on fait des conférences mensuelles, on fait diverses activités, on publie une infolette de façon à faire circuler l'information sur le champ de recherche LGBTQ ou diversité sexuelle ou de genre, ou enfin on peut l'appeler de diverses façons. Alors, on va faire circuler une feuille d'inscription à l'infolette. Donc, si vous voulez être avisé des événements et de toutes sortes d'autres informations, appels à contribution, publications concernant ce champ d'études, vous pouvez vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire à l'infolette, et si vous vous inscrivez, de le faire de manière lisible pour qu'on puisse décoder votre adresse courriel pour inscrire votre abonnement. Ensuite, je vous inviterai, là, j'en rajoute par rapport à ce qui a été présenté, mais actuellement, dans le projet Savie, on est en collecte de données. C'est un vaste projet. Actuellement, on fait une enquête quantitative. Il y a un volet qualitatif, il y a un volet quantitatif. Et pour le volet quantitatif, actuellement, on fait en fait ce qui est la plus grosse enquête par questionnaire qui a jamais été fait au Québec sur les conditions de vie, les discriminations, l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ+. Donc, je vous invite à aller répondre et c'est très facile. Vous faites Savie LGBTQ, vous arrivez sur le site et là, tout de suite, vous avez un lien pour répondre à l'enquête. Et je vous invite non seulement à répondre, mais à partagez aussi auprès de vos amis, partagez sur Facebook, partagez sur LinkedIn, partagez sur tous vos propres liens pour que les invitations arrivent de partout, puis que les gens se disent, ben là, il faudrait bien que je la fasse, cette maudite enquête-là. Je vais répondre et ça va être fait. Et c'est un bon moment pour aussi se positionner dans nos différentes sphères de vie par rapport à ces enjeux-là, voir où on en est en termes d'inclusion-exclusion. Un rappel, tout commentaire ou geste haineux n'est pas toléré de quelque nature que ce soit, homophobe, transphobe, raciste, sexiste, capacitiste ou autre. Le déroulement, c'est la conférence, ensuite des questions acheminées à la conférencière. Alors que je vous introduis, Alex Dubois est détentrice d'une maîtrise en géographie sociale de l'Université de Montréal. Elle s'est intéressée aux enjeux d'exclusion en milieu urbain et aux pratiques de réappropriation par les Autochtones LGBTQ+, et Two-Spirit, de différents espaces en ville, en questionnant les approches et les perspectives souvent utilisées pour appréhender ces enjeux. S'appuyant sur une approche intersectionnelle, elle mobilise sa formation comme géographe critique pour appréhender les relations de pouvoir asymétriques et les dynamiques de pression se reproduisant dans l'espace. Elle a déjà été directrice associée au Conseil québécois LGBT, qui regroupe des organismes communautaires LGBT à travers le Québec et représente leurs intérêts auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales. À ce titre, elle a été co-chercheure sur le projet Savie, a siégé sur le comité expert en profilage racial et social du SPVM en y apportant une expertise conseil afin d'améliorer les pratiques. Elle est actuellement rattachée au bureau de lutte contre l'homophobie et le bureau de lutte s'appelle l'homophobie. Et la transphobie. Et la transphobie maintenant, oui, c'est ça. OK. À toi la parole. Merci beaucoup, Lynn. Merci à la chaire sur l'homophobie de m'accueillir. Puis merci en fait d'être là aujourd'hui pour cette présentation qui s'intitule Paradoxe spatial, les parcours des Autochtones LGBTQ et Two-Spirit à Montréal. En fait, aujourd'hui, je vise à vous partager une partie des résultats de ma recherche que j'ai effectuée dans le cadre de ma maîtrise entre 2016 et 2018, comme Lynn le disait, à l'Université de Montréal en géographie. Je me suis spécialisée plus en géographie sociale et culturelle. Avant de débuter, toutefois, c'est vraiment important pour moi que je précise que je suis pas autochtone et que je prenne le temps de situer ma position. Donc, j'ai suivi un parcours universitaire assez classique et que je peux qualifier de privilégié. C'est seulement en dernière année de bac que j'ai pris un cours sur les géographies autochtones puis que je me suis rendu compte, en fait, que j'en connaissais très peu sur des peuples qui pratiquent et qui vivent ce territoire sur lequel moi-même j'habite depuis des millénaires. Et c'est bien tardivement, malheureusement, là, au cours de mes études supérieures, que j'en suis venue à connaître les théories de Standpoint et que donc j'en suis venue à conclure qu'effectivement il y a des enjeux éthiques à travailler comme personne blanche sur des enjeux qui concernent les communautés autochtones. Fait que je suis partie en fait de ces réflexions-là
Et puis, ça l'a vraiment orienté. J'ai adapté mon cadre conceptuel en fonction de ça. Et j'ai raffiné aussi, je pense, mes méthodologies pour avoir une approche plus critique, même de ma position, puis des relations de pouvoir qui ont lieu dans les divers espaces, mais à travers différentes sphères aussi. Puis je vais y revenir au cours de la présentation. Et donc, mon travail, je visais quand même à amoindrir le plus possible les asymétries là, découlant des axes directoires dans lesquels je m'inscrivais moi-même. Et puis finalement, en fait, ma recherche, elle visait vraiment à créer un espace pour mettre en lumière des initiatives puis des stratégies qui sont souvent peu illustrées, peu discutées. On parle souvent des problématiques, puis moi, j'ai voulu mettre plus en lumière qu'est-ce qui est ingénieux puis qui ressort de ça. Également, avant de vous présenter la structure de la présentation, j'aimerais reconnaître aussi que la présentation se déroule aujourd'hui sur le territoire du peuple Ghanaian-Guéhaga, un territoire qui est non cédé. Ça fait partie de la démarche, je pense, de reconnaître le territoire, mais je vous invite surtout dans ce contexte actuel où plusieurs nations autochtones se solidarisent là, d'un océan à l'autre dans les luttes avec la nation wet'suwet'en pour faire reconnaître leurs droits, d'aller lire notamment des écrits par et pour les personnes autochtones, parce que souvent on a l'écho blanc puis pas nécessairement l'écho autochtone. Donc, ma présentation aujourd'hui, en fait, oui, avant que je vous présente ça, ma recherche, en fait, elle visait à répondre à deux questions. Quelles sont les pratiques spatiales des Autochtones LGBTQ et Two-Spirit? Et quelle géographie forment-elles si elles en forment? Maintenant, je vais commencer par situer Two-Spirit afin qu'on parte ensemble de connaissances de base communes. Ensuite de ça, je vais vous parler de mon cadre conceptuel. Je vais prendre quand même assez de temps pour élaborer là-dessus. Puis ensuite, on est assez typique, là, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Donc, j'utilise situer Two-Spirit et non pas définir parce que je pense que il s'agit pas pour moi de donner une définition, c'est pas ma place. J'aime beaucoup l'idée de situer parce que ça renvoie à l'idée d'établir la place qu'occupe quelque chose dans l'espace, dans le temps. Two-Spirit, c'est un terme, donc on comprend qu'il est en anglais, qui provient de l'Anishinaabe ou de l'Algonquin Nis-Manitowoc, qui signifie une personne qui a à la fois un esprit masculin et un esprit féminin. C'est une identité ou des identités qui renferment plusieurs dimensions. Ça, c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus, je crois, parce que ça réfère à des rôles sociaux comme, par exemple, guérisseur, médiateur, artiste. Ça réfère aussi à des occupations, des traditions, et ça inclut aussi des identités de genre et des orientations sexuelles non normatives, d'autre part. Également, il y a une dimension spirituelle qui est très importante. Et puis, je pense pour mieux saisir là ou mieux comprendre les identités du spirit, mais je pense que ça prend une vision holistique de l'identité, de la façon dont elle s'intègre dans la communauté et son rapport au territoire. Parce que Two-Spirit, en fait, ça s'inscrit aussi à la fois de façon historique, mais dans une contemporanéité. Et le choix du terme vise spécifiquement à rallier ces deux temporalités-là en comblant, d'une certaine façon, la rupture causée par le colonialisme et la colonisation. C'est effectivement difficile d'aborder les identités Two-Spirit sans aborder les enjeux puis les impacts de la colonisation, parce qu'il y a des outils qui ont été utilisés pour déstructurer, amenuiser les systèmes sociaux autochtones dans une optique, là, et puis ça, on le sait, c'est documenté, avoué de les déraciner du territoire et de se l'approprier. Mais à mon sens, l'efficacité de ces outils tient entre autres à leur dynamique genrée. Parce que je pense qu'en abordant le colonialisme avec une appréhension biopolitique, ça nous permet de mieux dégager les liens entre appropriation du territoire, d'une part, imposition d'un système binaire, d'autre part, et contrôle des corps pour y parvenir. La loi sur les Indiens, pour moi, c'est un exemple qui illustre très bien ça, donc qui emploie à dessein l'hétéropatriarcat pour y parvenir, pour assujettir finalement les individus et les peuples autochtones.
À cet effet, je trouve que la citation suivante là, de Desbiens est très éloquente. If colonialism modifies in a profound way the relationship to the land, its full impact cannot be understood unless researchers pay more attention to the fact that the bodies removed from the land were gendered. Puis puisqu'on est avec une imposition d'un système binaire monogame qui est fondé sur une notion de reproduction, ben ces corps sont aussi sexualisés. Donc on occultait la fluidité, la multiplicité des genres et des orientations sexuelles qui pouvaient prévaloir là au sein de plusieurs communautés autochtones avant la colonisation. Donc, on commence à le voir se dessiner. Two-Spirit, ça tente une réconciliation identitaire et culturelle. Après des décennies où toute personne, toute pratique, toute occupation qui était non hétérosexuelle ou non cisgenre était interdite. Ça permet de comprendre aussi pourquoi, d'une certaine façon, ça peut participer à un processus d'en venir de s'affirmer ou de s'identifier comme Two-Spirit, parce qu'il y a des implications sociales, il y a des implications politiques, culturelles, il y a des rôles qu'on peut être amené à jouer dans sa communauté. Et en même temps, ce processus-là, il est lié aussi au fait qu'il y a un accès vraiment inégal d'une communauté à l'autre, aux informations, à la transmission de ces traditions-là, de ces rôles Two-Spirit. Vous remarquerez aussi que j'utilise en fait le terme Two-Spirit et je le traduis pas là en français. Bispirituel, c'est le terme qui est de plus en plus utilisé. Si vous vous intéressez à ces enjeux, vous le voyez peut-être circuler de plus en plus. Moi, en fait, je me suis simplement là rattachée à certains chercheurs qui sont eux-mêmes Two-Spirit et qui préconisent là, de ne pas traduire le terme, notamment parce que le choix de l'anglais était sciemment fait et visait à transcender des traditions, des rôles, mais aussi plusieurs langues autochtones de plusieurs nations autochtones, pour rassembler finalement sous un même chapeau, si on veut, ces rôles, ces identités. Donc, j'ai suivi cette recommandation-là. Également, je distingue Two-Spirit de l'acronyme LGBTQ parce qu'il y a aussi d'autres chercheurs qui vont parler d'une logique qui pourrait s'apparenter de manière assimilatrice, là, de vouloir simplement l'ajouter dans l'acronyme. Donc, c'est le choix que j'ai fait dans ma recherche. Bref, la création du terme Two-Spirit, ça accorde la possibilité d'une approche d'autodétermination dans un contexte où les identités et les pratiques proposées par le milieu gay et lesbien des années 60-70 correspondaient pas nécessairement aux identités, aux pratiques autochtone et plus spécifiquement Two-Spirit et au rôle auquel ça renvoyait. À ce moment-là, et même vous allez voir plus tard, là, encore aujourd'hui, c'était pas nécessairement des milieux qui étaient culturellement pertinents ou inclusifs. Donc, j'ai parlé d'outils qui ont servi à déstructurer les systèmes socio-autochtones dans l'optique de prendre contrôle du territoire. Notamment, il y a eu plusieurs politiques coloniales qui ont procédé à des délocalisations massives et ils ont procédé aussi à la mise en place de réserves, puisque dans l'ordre sédentaire, le pouvoir tient au contrôle du mouvement. Donc, la mécanique de ce contrôle-là, qui vise au départ la sédentarisation des peuples autochtones, va se poursuivre, bien sûr, mais va venir à comme s'inverser dans les années 50 et 60, tant au Canada et aux États-Unis, parce qu'on va avoir de la mise en place de politiques qui vont encourager les Autochtones à s'urbaniser. Et puis, donc, j'ai pas vraiment le temps ni l'espace ici pour parler davantage là, de ces politiques-là, mais ça visait aussi notamment à émanciper là ce qu'on appelait les Indiens, parce que c'est rattaché là, légalement à la loi sur les Indiens, et à leur enlever finalement les quelques avantages ou les quelques devoirs de l'État envers eux. Mais donc, je referme cette parenthèse. Donc, il y a un mouvement qui se fait vers la ville, qui est en partie encouragé par ces politiques-là, mais également parce que il y a des autochtones à ce moment-là qu'on peut appeler là, pour l'instant LGBT ou Two-Spirit, qui vont vouloir échapper à la violence parce que c'était prégnant dans certaines communautés, vont peut-être vouloir trouver un milieu d'appartenance, bref,
peu importe, il y a un ensemble de raisons qui va faire en sorte qu'il va y avoir des Autochtones qui vont se rassembler dans les milieux urbains et que ça va leur permettre de s'organiser. Parce que, comme je le disais, ce qui va être disponible à ce moment-là, au courant des années 50, 60, 70, 80, dans les milieux gays et lesbiens, ça correspond pas. Donc, à la place, il va y avoir la création vraiment de rassemblements, et c'est ce que la carte montre ici, là, de rassemblements Two-Spirit à travers plusieurs pays. Là, la carte, on le voit pas bien, mais c'est vraiment Canada, États-Unis, Mexique. Là, évidemment, je suis dans des... Donc, Canada, États-Unis, Mexique, et c'est là qu'on va vraiment s'entendre sur la création du terme Two-Spirit. Donc, cette carte-là retrace depuis 1988 ces rassemblements-là, qui vont former alors, et je le cite, « the space where participants sought to develop new language that could bring them together across national, geographic, and cultural differences ». This border-crossing space produced the term Two-Spirit, which reflected its transnational production within and for dialogue among Native peoples. Alors, aujourd'hui, à l'instar de la plupart des peuples du monde entier, on a plus de 50%, voire je pense que ça doit friser les 60% avec le dernier recensement, des Autochtones qui vivent en milieu urbain, qui vivent en ville. Toutefois, la migration vers la ville constitue pas toujours une finalité. Les parcours sont souvent, et puis la littérature le montre bien, là, sont caractérisés par des patrons de va-et-vient, des mouvements entre la ville et la communauté, entre les villes et même à l'intérieur d'une même ville. Donc, malgré qu'on ait ces statistiques-là sur les Autochtones urbains, les parcours des Autochtones Two-Spirit et LGBTQ demeurent relativement méconnus, particulièrement au Québec, qui accuse une frontière supplémentaire. Puis je dis particulièrement au Québec parce qu'il y a beaucoup des études, des recherches qui vont porter sur l'ouest du Canada ou sur les États-Unis, très peu sur le contexte plus de l'est de l'Amérique du Nord ou même sur le contexte québécois qui accuse effectivement une frontière supplémentaire, soit celle linguistique. Donc, je vais vous parler des géographies des sexualités parce que ça fait partie des outils conceptuels que j'ai utilisés, notamment parce que en fait, il y avait une appréhension critique qui était très utile pour moi. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que les processus spatiaux qui pouvaient être effectivement en partie motivés par la quête d'un lieu ou d'un sentiment d'appartenance des Autochtones LGBTQ et Two-Spirit, étaient pas caractérisés par des revendications de visibilité ou la création de territoires comme dans l'optique de marquer l'espace, par exemple la création du milieu gay, du quartier gay, pardon, qui est un de ces exemples-là, et qui vont souvent être décrits ou en tout cas articulés là au sein des théories des géographies des sexualités. Par contre, comme je viens de le dire, les outils critiques étaient vraiment intéressants pour aborder les normativités qui façonnent l'espace et de voir en fait comment toutes sortes de dynamiques de pouvoir genrées, sexualisées vont se reproduire là, dans les espaces. N'en demeure pas moins, par contre, que même si c'était vraiment pertinent pour les dynamiques sur le genre, sur la sexualité, toute la question puis là je vais le dire en anglais parce qu'en français ça n'a pas le même écho, là, du race ou des processus de racialisation était un peu moins abordée et pas vraiment de front non plus et en fait ça va être même souligné par certains géographes de sexualité. Oswin le souligne par exemple très bien avec cette citation: Queers are sexualized while non-whites are raised, and the need for an analysis of race and racism is considered necessary only when queers are non-white. Donc, bien qu'il y a de plus en plus de recherches qui vont s'intéresser à ces questions-là de processus de racialisation, souvent les questions liées à l'autochtonie vont demeurer négligées. Et aussi aux impacts ou aux structures, aux mécanismes du colonialisme sont peu, bref, abordés par les géographies des sexualités.
Donc ici, il y a plusieurs informations. C'était tellement pour vous présenter en fait comment se sont développées là, les géographies des sexualités dans les dernières décennies. Qu'est-ce qui les a amenés là, avec le tournant culturel, notamment l'apport de la queer theory, à avoir cette appréhension vraiment critique et intéressante. Mais je m'attarderai pas trop là-dessus. Je peux vous laisser lire pendant que je continue. En même temps, vous allez voir, c'est pas l'œuvre complète, mais c'est une œuvre de Dana Danger qui est un artiste vraiment prolifique. Je vous invite à aller voir ses travaux qui sont super intéressants. Bref, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, donc on a peu d'attention qui est portée aux enjeux d'autochtonie, aux enjeux de colonialisme. Et moi, en fait, je suis allée puiser dans les Queer Indigenous Studies qui découlent des géographies, pas des géographies de sexualité, mais des études autochtones et des études gays et lesbiennes. Et vont me permettre là d'avoir plus d'outils pour être en mesure de raffiner finalement l'analyse là des parcours, notamment Driskill, qui est un tenant là qui a vraiment contribué à développer le champ des Queer Indigenous Studies, va argumenter en ce sens, hein, c'est-à-dire que l'exclusion ou le manque de prise en compte de ce que Driskill nomme comme Indianness dans un contexte nord-américain de colonisation ne peut pas arriver à constituer une analyse juste des processus de racialisation qui se limite, puis ça c'est sa critique, souvent à faire état de construction de blackness puis de whiteness. Donc, je pense que je vous ai bien démontré que les outils conceptuels et analytiques qui m'offraient les géographies des sexualités étaient utiles à certains égards, mais incomplets pour ma recherche. Et pour mieux articuler là, ce qui caractérise, ce qui traverse, ce qui résulte des mobilités et des parcours des autochtones LGBTQ et Two-Spirit, en fait, j'ai utilisé des outils assez révélateurs du transnationalisme. Donc, le transnationalisme, qu'est-ce que c'est? Ça implique plusieurs processus à la fois. Vertovec le conçoit, entre autres, comme un type de circulation migratoire. Donc, on a une idée de circulation, de déplacement, de se mouvoir dans un va-et-vient, mais surtout, dans cette motion-là, dans ce mouvement-là, il y a la prise en... Premièrement, c'est pas linéaire. Donc, et deuxièmement, c'est qu'on prend en compte cet entre, ce qui se crée dans cet entre-deux, entre plusieurs, là. Et ça implique nécessairement la notion de traverser des frontières géopolitiques, c'est certain, mais aussi des frontières culturelles. Dans leur compréhension plus largement acceptée, ces frontières qui sont traversées par des mobilités s'insèrent dans le cadre géopolitique, bien sûr, des États-nations, où les uns sont confrontés à la souveraineté des uns et des autres, un droit qu'on considère encore inaliénable. Mais c'est une acception qui, elle, est façonnée par une, bien sûr, hégémonie blanche dominante dans un contexte qui est à la fois donc post-colonial, parce qu'il résulte de la colonisation, colonialiste parce que comme c'est argué notamment avec la crise actuelle, et néocolonial, ça complique finalement une analyse transnationale classique parce que quand on y amène la situation des peuples autochtones, le transnationalisme est donc trop ancré dans ces acceptions de schèmes vraiment géopolitique, dans son cadre géopolitique. Parce que, en effet, ce qu'on se rend compte, c'est que vont être traversés par des mobilités les entités politico-administratives, donc des pays, des provinces, des États, mais également, les territoires des nations autochtones. Et également les réserves qui, elles, ont été délimitées là, par l'État, ainsi que, et je l'ajoute, les territoires conventionnés, donc qui bénéficient d'une convention entre certaines nations et les autorités gouvernementales en place.
Donc, je nomme ces quelques cadres politico-légaux, culturels, géographiques, parce que ça signifie qu'un déplacement qui est effectué à l'intérieur d'un territoire ancestral peut être finalement international, mais en même temps, il peut, à l'inverse, un déplacement qui est considéré, lui, local ou domestique, là, donc intranational, peut traverser des territoires ancestraux de plus d'une nation autochtone. Donc, on comprend que dans leur ensemble, ces cadres-là vont venir à se superposer, à se chevaucher. Et je vais prendre une pause. Donc, on a des mobilités qui traversent ces espaces-là, qui se superposent, qui se chevauchent, tantôt se recouvrant, tantôt se morcellant. Et ce fractionnement-là va placer les Autochtones dans une situation d'entre-deux, qui peut même être qualifiée d'entre plusieurs. Puis, à cet effet, le concept d'in-betweenness de Bass est particulièrement intéressant pour référer à ce dernier axe seulement, du moins. Donc, cet entre-deux identitaire. C'est-à-dire que on a une personne ou un groupe de personnes qui vont se retrouver entre deux ou plusieurs catégories d'identité, ne correspondant ni entièrement à l'une ni entièrement à l'autre. Pour illustrer ça peut-être plus clairement, Tarius va parler des immigrants qui ont passé plus de temps dans leur pays d'adoption que dans leur pays d'origine, comme n'étant ni d'ici ni de là-bas. Ce qu'il y a de particulier pour cette in-betweenness pour les Autochtones, c'est que l'entre-deux émerge pas nécessairement de la distance, mais de superposition spatiale entre les cadres étatiques et législatifs, les territoires ancestraux et les cultures autochtones qui se croisent. On a donc un in-betweenness qui est pas seulement identitaire, mais qui est également spatial. Et puis, les travaux de Renia Ramirez, puis je vais en reparler au courant de la présentation, et de Morgensen, vont expliquer comment cette superposition socio-spatiale va être en partie, qu'on sait qui est en partie causée par les délocalisations forcées des peuples autochtones, en vient à constituer des diasporas autochtones sur des terres autochtones. On se retrouve donc avec un paradoxe spatial qui présente des défis importants à négocier et à naviguer quotidiennement. Parce qu'en plus de ces in-betweenness-là, spatiales et identitaires, l'entre-deux, il implique aussi de négocier entre deux cosmologies. Une cosmologie blanche puis une cosmologie autochtone, comme l'articule des biens, où les chaînes de pensée, les visions du monde sont distinctes, peuvent voir s'opposer, et au sein d'axes de pouvoir asymétriques. Ça entraîne en fait le fait qu'une migration, par exemple, vers la ville, motivée par toutes sortes de raisons, la volonté de s'émanciper, la recherche d'anonymité, de se redéfinir, une opportunité socio-économique, va s'accompagner parfois d'une coupure culturelle difficile à négocier, comme s'il fallait choisir entre son identité autochtone et son identité LGBTQ. Et Mayor Cook et Labelle vont expliquer en fait que bien que ça soit vraiment difficile à négocier, parfois embrasser, s'affirmer comme Two-Spirit, ça peut permettre d'inclure ces aspects identitaires-là, puis dépasser cette fracture, du moins sur cet axe. Donc, le concept de transnationalisme, bien qu'il ratisse large dans sa prise en compte des résultantes des mobilités, dans cette entre et tout ce qui en découle, demeure quand même fondé sur une appréhension des cadres géopolitiques des États-nations, des schèmes habituels nord-sud. Et le paradoxe spatial qui émerge de la situation des peuples autochtones est donc seulement en partie expliqué. Donc, comme je disais, ça complexifie une analyse transnationale plus classique. Donc, pour mettre en lumière ces fractures puis l'invisibilité qu'elles cachent, j'ai théorisé un concept qui puisse prendre en compte, bien sûr, ces frontières géopolitiques qu'on utilise puis dont on ne peut pas faire fi parce que ça serait pas utile de toute façon, mais qui vont permettre d'intégrer ces in-betweenness-là, le paradoxe spatial, les questions d'hétéropatriarcat, de blanchitude, de colonialisme. Et ça me permet en fait de centrer davantage les nations autochtones pour redessiner la carte des rapports colonisés-colonisateurs en mettant en lumière la reterritorialisation qui s'opère par ces mobilités.
transnationalité, ce concept-là, il facilite finalement cette articulation-là des superpositions socio-spatiales qui sont naviguées quotidiennement et négociées par les Autochtones Two-Spirit, en intégrant également le caractère vécu puis incarné de leur parcours. Et ça va me permettre aussi d'inclure les résultantes de cette migration-là parce que tout ce que la personne mobile partage, échange et construit surtout à travers ces parcours-là, ça vient en fait renforcer la connexion à la communauté ou aux communautés et au territoire, là, au-delà de la distance et des fractures socio-spatiales. Donc, mes méthodologies. Ma démarche conceptuelle, elle s'est appuyée sur une revue de littérature assez exhaustive dans l'optique de faire état des connaissances sur les parcours, sur les pratiques spatiales, des Autochtones LGBTQ et Two-Spirit, pour mieux clarifier aussi et cerner quelles étaient les barrières sociales, spatiales, identitaires qui étaient rencontrées. Et pour identifier ou voir est-ce qu'on avait des trajectoires communes ou des stratégies qui étaient mises de l'avant et qui étaient documentées dans le dépassement de ces barrières-là. Je me suis rendu compte que les champs disciplinaires qui abordaient ces questions étaient assez vastes. Il y en a beaucoup qui découlaient des études en santé, en travail social. Moi, j'ai concentré mon analyse, comme j'ai pris le temps de vous le montrer là, avec mon cadre conceptuel, sur les géographies des sexualités, le transnationalisme et les études autochtones qui incluent les Queer Indigenous Studies. En ce sens, les études autochtones ont été particulièrement centrales dans l'élaboration de ma méthodologie et surtout dans une prise en compte qui se voulait davantage holistique des épistémologies autochtones. Ma démarche de terrain, elle s'est appuyée sur une boîte d'outils méthodologiques et sur une analyse critique de ma propre position. En géographie, dans plusieurs sciences humaines, le terrain a force de légitimation des savoirs. C'est vraiment ça qui permet de valider la production du savoir. Donc, ça a été fortement critiqué et notamment par des chercheurs autochtones parce que certains qualifient qu'il est ancré dans un rapport colonialiste parce que le chercheur se rend sur le terrain, collecte puis repart sans rien laisser derrière, très souvent. J'ai donc beaucoup questionné ma présence, donc ça a fait partie ça de tout mon processus finalement de mise en place de mon terrain. De questionner donc ma présence, mon regard, mon pouvoir aussi, puis toutes les relations, les rapports hiérarchiques qui découlaient ou qui pouvaient s'immiscer là dans la mise en place là, de relations nouées sur le terrain. Mais en même temps, c'est important pour moi de nuancer parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui le rapportent, c'est-à-dire s'acharner à cartographier la différence aussi comme incidence de la reproduire. Et à ce titre, je voulais vous lire une citation qui est intéressante. Emphasizing difference does not mean charting new, more nuanced, uneven geographies. It also means attending to the various ways that specificity, both social and spatial, transforms structures of power and privilege. The ways that oppressed groups can, through a politics of identity and a politics of place, reclaim rights, resist, and subvert. Donc, en fait, moi, je me suis employée à critiquer finalement ces outils, puis à pouvoir soit les mettre en commun plusieurs outils pour que ça soit plus utile pour les personnes avec qui j'ai fait cette recherche-là. Et en même temps, de critiquer même la notion de terrain, ça a participé à ma démarche. Là. Donc, la façon dont il est temporellement ou physiquement délimité, dont il est situé subjectivement lorsque le chercheur est là. Donc, c'est vraiment lié directement à la présence du chercheur. Il y a toujours une notion aussi sous-tendue d'éloignement du terrain, donc le chercheur qui s'en va dans une contrée lointaine, voir un peuple lointain, écrire là-dessus. Donc moi, en fait, la particularité de mon terrain, c'est qu'il s'est superposé à mon quotidien. Ça s'est déroulé à Montréal. Donc j'étais ni entièrement sur le terrain, ni jamais complètement revenue. Et je pense que ça m'a permis de mobiliser une approche puis une analyse aussi critique là, en amoindrissant le plus possible
les asymétries, même si, comme Watson et-il le souligne, decolonizing ethnography can never be complete as the researcher never escaped the politics of her research. Donc, malgré tout, l'ethnographie a été au cœur de ma démarche de terrain, mais le choix des outils méthodologiques, c'est vraiment... en fait, j'ai été beaucoup guidée par les écrits de Margaret Kovac et de Linda T.Y. Smith pour qu'ils reflètent le plus possible les cosmologies autochtones. J'ai conduit des entrevues semi-dirigées dans l'optique de laisser la place à la fluidité des échanges. Et j'ai souhaité, en fait, centrer la voix des participants. Puis, en fait, j'ai été particulièrement chanceuse de la générosité des personnes qui ont pris part à ma recherche parce que les 4 participantes qui ont pris part ont choisi de partager leur récit de vie avec moi. Et donc, ça m'a permis de constituer des savoirs expérientiels vraiment précieux qui s'apparentaient mieux finalement avec les méthodologies autochtones et qui respectaient en fait leur rythme narratif. Donc, comme j'ai dit, j'avais 4 participantes pour ces récits de vie-là. Et j'ai aussi utilisé la méthode du groupe focus avec d'autres participantes pour étoffer la collecte de données. Et ces focus group-là se sont concentrés là, sur des échanges liés aux barrières qui étaient rencontrées, autant sociales que spatiales, et sur les besoins qui en découlaient. Maintenant, mon analyse de données, j'ai procédé à un codage, une catégorisation des données extraites d'entrevues, des notes de terrain et des notes théoriques, mais j'ai voulu prendre en compte les mises en garde de plusieurs chercheurs quant à l'extraction de thèmes dominants par ces méthodes, où souvent la dimension expérientielle est pas rendue parce que elle s'appuie pas nécessairement sur des mots. Donc, j'ai pas procédé à une analyse discursive des entrevues, des récits de vie. Sinon, j'aurais perdu le caractère narratif puis j'aurais omis ma présence, qui était pas du tout l'objectif. J'ai plutôt opté pour une analyse, en fait, une forme combinée, finalement, en suivant un processus réticulaire, un peu à la manière des travaux là, de Chaprieur, en me basant sur une analyse thématique, mais qui était imprégnée et informée des stratégies narratives, dans l'optique, comme je le disais, de laisser place à la fluidité des récits, des échanges. Et puis, j'ai aussi puisé là dans les théories postcoloniales pour mettre en lumière l'agentivité des peuples autochtones, puis comment aussi les relations coloniales les affectent. Maintenant, les résultats. Montréal, ou Tiohtià:ke, je devrais dire, point de convergence, point de confluence. Tiohtià:ke, c'est le terme Mohawk pour Montréal. Outre les barrières communément rencontrées par les participants, homophobie, transphobie, violence structurelle, interpersonnelle, domestique, manque d'opportunités socio-économiques et j'en passe, j'ai tenté de dégager en fait les trajectoires communes de leur parcours. Au même titre qu'il y a plusieurs recherches effectuées dans l'Ouest, en fait, là, je vais vous parler surtout de qu'est-ce qui a émergé de similaire aux recherches effectivement effectuées dans l'Ouest ou aux États-Unis. Donc, on retrouvait vraiment des patrons de mobilité, de va-et-vient, une circulation entre les villes et communautés, entre villes et campagnes. Souvent, mais pas toujours, c'était motivé dans l'optique de maintenir des liens sociaux, des liens familiaux. Aussi, les motivations liées à la migration s'apparentaient beaucoup aux études migratoires qui s'intéressent au parcours des personnes LGBT. Donc, les facteurs de push and pull étaient en fait la motivation là, de migrer, c'est-à-dire que c'était pas nécessairement l'homophobie ou la transphobie qui était retrouvée dans une communauté, une ville, un village qui poussait la personne à migrer. C'est vraiment un ensemble de facteurs. Là. Donc, c'est ces facteurs qu'on appelle push and pull. Maintenant, pour ce qui est de la mobilité résidentielle, donc c'est-à-dire le changement rapproché ou fréquent ou répété là d'un lieu de résidence dans une même ville, c'était effectivement observé, surtout pour les personnes qui vivaient des situations de précarité plus importantes. Maintenant, ce qui était peut-être
pas nécessairement évoqué dans les autres recherches que j'ai pu lire, et qui est intéressant, je pense, à souligner parce que c'est un dénominateur commun là auprès des participantes de ma recherche. Le mouvement, la mobilité, ça faisait toujours partie de leur vie. Puis à ce titre, je trouve que cette citation-là d'une participante était vraiment éloquente. Pour moi, il y a toujours le mouvement. C'est toujours ville-campagne, ville-campagne. Plusieurs, en fait, avaient résidé même à l'international, ont voyagé à travers de grandes distances, ont habité dans différentes villes. Mais surtout, ce qui était vraiment intéressant, c'est que même si aucune de mes participantes n'avait jamais grandi ou n'était pas née à Montréal, tous et toutes y revenaient. Parfois, c'était la 5e, la 6e fois qu'ils y revenaient, des fois sur une période de 10 ou 15 ans. Et bien que ça soit pas la seule explication, tous et toutes, en fait, racontaient que Montréal, c'était la ville la plus sécuritaire dans laquelle ils avaient vécu. Bien qu'on ait parlé là d'instances de racisme, d'homophobie, de transphobie, de violence, sauf que c'était toujours qualifié comme étant moins intense que dans les autres lieux où est-ce que les participantes avaient vécu. Maintenant, à même la ville de Montréal, l'ensemble des participants préféraient résider dans les quartiers plus denses, plus centraux, souvent plus à l'ouest aussi, donc les quartiers anglophones de la ville, sans nécessairement éviter les quartiers francophones. L'ensemble pouvait me dire qu'il y avait connu des expériences négatives. Puis maintenant, pour le village gay, plus spécifiquement, l'ensemble des participants l'avaient fréquenté ou le fréquentaient, mais affirmaient que c'était pas un endroit sécuritaire. Pour certains, l'identité Two-Spirit et l'identité gay sont en conflit. Comme le démontre bien cette citation. Two-Spirit and gay clashes. Gay is flesh-centered. Two-Spirit is spirit-oriented. C'est intéressant, cette citation-là, parce que ça réfère pas seulement aux questions sexuelles qui évoquent le village, mais aussi, ça fait référence à l'essentialisme et à la marchandisation de cet espace-là, où on a vraiment mis de l'avant un profil type qui est plus visible et qui est jugé aussi plus désirable. Donc, blanc, jeune, gay, homme, cis. Et ça fait écho là, aux recherches beaucoup en géographie de la sexualité. Maintenant, retrouver sa place au sein du cercle. Absence d'un lieu Two-Spirit. Puisqu'il n'y a pas d'organisme ou de lieu spécifiquement nommé Two-Spirit à Montréal, je me suis attendue à ce que ça soit souligné, ça transparaisse dans les récits de vie, dans ce qui m'était partagé des participants. Toutefois, en fait, l'idée d'une communauté Two-Spirit varie. Puis on le voit ici avec les citations que j'ai mis grandement là, d'un participant à l'autre. Ça complique même l'idée là, d'une éventuelle création d'un espace Two-Spirit. C'est une constatation qui va dans le même sens en fait que les travaux de Wesley. Elle s'est intéressée à la possibilité d'une communauté Two-Spirit à Toronto et en fait c'était aussi, ça allait dans ce sens, c'est-à-dire c'était pas aussi simple. Puis elle a identifié une dimension, je pense, qui est cruciale, c'est-à-dire que being two-spirited is a way of moving through the world. Donc ça suggère vraiment que le mouvement, c'est plus important que la création d'une communauté fondée sur le lieu. Donc, tu sais, on le voit ici, le no gathering place here in Montreal. Such a lack of services for Two-Spirit here in Montreal. Donc, c'est quand même nommé, par contre, qu'il y a pas de service, il y a pas de ressources. Mais en même temps, est-ce qu'un lieu pourrait amener un certain rapprochement, une cohésion? Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin on va se rassembler tout le monde ensemble. Et puis, sauf que si on a ce manque-là de service, est-ce que il faudrait créer cet espace-là, mais il faut pas le forcer, sinon ça devient très performatif. Donc, au-delà de cette complexité, comme on le voit, il y a clairement là, l'expression d'un manque de services et de ressources qui soient spécifiquement adaptées et dédiées aux personnes Two-Spirit. Le besoin d'accès, là, d'avoir accès à des lieux qui sont plus inclusifs, sans qu'ils soient nécessairement identifiés comme étant Two-Spirit, était notoire. Autant dans les espaces, les organisations autochtones, que dans les milieux et les espaces LGBT. Transmission des traditions. Un cheminement vers l'identification. Donc,
Je l'ai mentionné un peu plus tôt rapidement, les connaissances et les traditions liées au rôle puis aux identités Two-Spirit se sont avérées difficiles à trouver pour l'ensemble des participants. L'accès à ces informations-là varie et est inégal d'une communauté à l'autre, des milieux autochtones à d'autres. Et pour la plupart des participantes, il s'agissait vraiment d'un processus, d'un parcours de vie à travers lequel finalement il et elle parvenaient à s'affirmer ou s'identifier comme Two-Spirit. Et c'est une réalisation, une identification qui s'est concrétisée pour l'ensemble, pas avant la trentaine. Bref, ces manques-là, ce manque d'informations-là était lié à 3 barrières principales selon les participants. Le manque de mentors facilement accessibles, et ces 2 citations-là le montrent bien. « When I was young, there was no mentors. Two-Spirit ne m'a pas été transmis de mon grand-père. » Le manque d'informations facilement accessibles en anglais et en français, et le manque d'inclusion et de reconnaissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers leur parcours, plusieurs m'ont mentionné vivent entre 2 visions du monde, autochtone et occidental. Puis même, il y en a certaines qui ressentaient la pression de choisir l'une plutôt que l'autre. Donc, ce sentiment d'entre-deux, ce dilemme qui est sous-jacent était particulièrement difficile à vivre. Puis était pas nécessairement ou était en voie d'être réconcilié. Territoire ou géographie Two-Spirit. Connexion et appartenance à travers des initiatives significatives. Bref, les personnes Two-Spirit naviguent des espaces qui se chevauchent, qui se superposent, qui sont scindés par des frontières politiques, administratives, culturelles. Cette géographie, elle rappelle le paradoxe spatial à travers avec lequel beaucoup d'Autochtones ont à vivre leur vie quotidiennement. En même temps, il y a des possibilités que ça sous-tend. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de territoires autochtones qui sont partout à la fois et qui ont un pouvoir connectant. Parce qu'on a des réseaux à travers tout le territoire qui sont maintenus par les Autochtones à travers dans les villes, qui vont être consolidés par la mobilité des Autochtones urbains. Donc, les travaux de Renia Ramirez, j'avais dit que je en reparlerai, sont à cet effet particulièrement éclairants. Elle explique en fait que les Autochtones urbains sont transnationaux, qui naviguent habilement les spécificités culturelles des lieux, qui manœuvrent les intersections où vont aller s'entrelacer les communautés politiques, les communautés sociales et les communautés culturelles. Ramirez, elle a théorisé le concept de Geographic Native Hub, où la personne mobile, donc les Autochtones urbains, est un porteur de savoir qui catalyse le changement en tissant des réseaux de relations à travers de grandes distances. Ça connecte les Autochtones urbains aux territoires ancestraux et aux communautés autochtones en prenant diverses formes. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, qui peuvent aller d'un rassemblement à une conversation, comme on voit avec cette citation ici. Two-Spirit territory can be a gathering or it can be a conversation. Certaines initiatives qui ont été développées par les participants et dont ils m'ont parlé ont créé vraiment ce point de convergence autochtone là dans la ville, comme une sorte de native hub. L'exemple le plus éloquent dont je peux vous parler, c'est la mise en place, l'organisation d'une exposition d'art autochtone qui utilisait à la fois tradition et art moderne en représentant des lieux considérés comme autochtones à travers la ville et des personnes autochtones elles-mêmes. Sauf que le rôle finalement du réseau dans cette initiative-là était fondamental. Et c'est lui qui permettait en fait de générer du changement puis une reconnexion en procédant à une reterritorialisation de cette façon-là. Donc, si je peux un peu rassembler davantage ces résultats, les délocalisations qui ont été orchestrées par les politiques coloniales ont engendré, comme je vous l'ai expliqué, un paradoxe spatial où on a des diasporas autochtones qui se sont constituées à même les territoires autochtones ancestraux. Mais on a des patrons de mobilité qui en ont émergé parce que le mouvement fait beaucoup partie des pratiques et les réseaux que ça va venir à sous-tendre vont matérialiser des transnationalités qui vont transcender, ces transnationalités-là, les cadres étatiques et leurs frontières politico-administratives. Ça va permettre donc de renouveler les connexions aux nations et aux territoires dans ce qui va donner lieu à un sentiment d'appartenance renouvelé. Souvent, les Autochtones urbains sont perçus comme étant sans terre.
Or, c'est eux-mêmes qui contribuent à maintenir et consolider ces réseaux de relations à travers ces points de convergence, là, comme on l'a vu avec les Native Hubs. C'était vraiment observable dans ma recherche avec l'ensemble des participants. Les Native Hubs, ils agissaient vraiment comme des points connectants. Ils étaient eux-mêmes rendus mobiles par ces transnationalités-là. Donc, en ce sens, les villes aussi, bien sûr, jouent des rôles vraiment importants comme lieux clés où ces flux vont venir atterrir en se déplaçant de cette enseigne. Je pense que ça explique aussi pourquoi le besoin d'un lieu Two-Spirit qui serait fixe, qui serait permanent, émerge pas des résultats. Un lieu de rencontre Two-Spirit aurait donc pas besoin d'être étiqueté ou identifié comme tel, ni d'être ancré dans un lieu spécifique. Ça peut plutôt être des points de convergence qui vont émerger de ces divers réseaux de relations. Puis ça va tisser des transnationalités qui vont être construites et supportées par la mobilité. Ça va permettre d'offrir, en fait, aux personnes Two-Spirit et LGBTQ la possibilité de combler les espaces ou les vides entre leurs identités et les entre-deux spatiaux, en renouvelant leur appartenance aux nations autochtones. Donc, c'est des connexions qui sont parfois complexes, voire intimes, et qui demandent d'être considérées avec une perspective holistique pour mieux appréhender identité, communauté et territoire. Navigating different spaces becomes a tactic of survival, comme le souligne Wesley. Mais il y a aussi d'autres initiatives, comme j'ai pu rapidement vous en parler, comme mobiliser les traditions et les arts, qui vont devenir des stratégies vraiment bénéfiques pour dépasser ces barrières puis réconcilier l'in-betweenness spatiale et identitaire. Finalement, mes résultats corroborent aussi d'autres études là, qui font état des logiques homonormatives dans les lieux gays, bien sûr, dont bien sûr le quartier gay, qui accentue les sentiments d'inconfort et d'insécurité là, qui étaient ressentis par les participants de ma recherche. Effectivement, les processus de racialisation sont souvent pas assez questionnés dans les études qui portent sur les enjeux LGBT, même si ça va en s'améliorant, puis il y a davantage d'études dont le focus est mis là-dessus. Toutefois, souvent, l'autochtonie demeure un peu le parent pauvre des discussions, puis il est rarement centré. C'est pour ça que ma recherche, en fait, a visé à prendre part à cette conversation à propos de l'autochtonie du lieu du territoire à Tiohtià:ke, à Montréal, en mettant en lumière, oui, le manque d'inclusion puis de représentation, mais aussi les initiatives, les stratégies des Autochtones LGBTQ et Two-Spirit. Finalement, mes résultats, je pense, soulignent l'importance de développer une offre de service qui soit culturellement adaptée et pertinente pour les personnes Two-Spirit. Bien sûr, pour y parvenir à mettre en place ces meilleures pratiques, des approches holistiques, intersectionnelles vont être à privilégier. C'est sûr que d'avoir accès à des moyens substantiels aussi, c'est pas négligeable. Mais je pense aussi que ça peut être vraiment productif d'intégrer à la fois là, les expertises des services publics, des organisations autochtones qui sont beaucoup en cheminement aussi par rapport à ça, et les milieux LGBT, les communautés LGBT. Donc finalement, ma recherche visait à dessiner un peu partiellement, bien sûr parce que c'est comme une géographie Two-Spirit partielle, ce qui se dégage en documentant le paradoxe socio-spatial dans lequel s'inscrivent les parcours des Autochtones, LGBTQ et Two-Spirit. Pour moi, théoriser le concept de transnationalité, ça m'a permis d'articuler ce qui émerge du dépassement d'in-betweenness identitaire et spatiale, en s'appuyant pas seulement sur les frontières politico-administratives qui ont découlé de la colonisation, mais aussi et surtout en centrant les géographies des territoires ancestraux pour mieux mettre de l'avant les nations autochtones. Les pratiques spatiales des Autochtones Two-Spirit sont donc pas nécessairement délimitées, comme vous l'avez vu, dans une distance territoriale, mais va être souvent expérimentée à travers de multiples couches spatiales. Donc voilà, j'ai voulu mettre en lumière finalement comment les Autochtones LGBTQ Two-Spirit naviguent et négocient ces contextes quand même assez complexes, mais de façon vraiment productive et ingénieuse. Merci. Oui. Ah, est-ce que c'est Madame Chamberlain qui va être modératrice ou... C'est moi. La période de questions.